Chers amis, nous allons partager quelques idées ensemble. Le sujet de ce soir est un sujet très délicat, très intéressant, puisqu'il s'agit de retrouver son âme d'enfant. Je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. D'habitude, je trouve un bon texte et je sors un titre, un sujet et je le propose. Mais là, on a fait à l'envers. C'est l'équipe du staff qui m'a dit le sujet c'est ça. Donc après il fallait trouver des idées. Donc c'est un peu plus compliqué mais c'est sympa, faut sortir sa zone de confort. Alors déjà quelques petites réflexions personnelles, vous allez aussi pouvoir participer, c'est interactif. Et ensuite, une fois que nous aurons partagé nos idées personnelles, nous verrons quelle est l'opinion de la Torah sur ce sujet, retrouver son âme d'enfant. D'accord ? Alors, je me suis posé la question, c'est quoi une âme d'enfant? Qu'est-ce que ça a de particulier, l'âme d'enfant? Et je me suis un petit peu renseigné, j'ai demandé aussi, Jennifer, oui, Jennifer, voilà, elle m'a aidé aussi. Alors, d'ailleurs, Jennifer, c'est la première chose qu'elle m'a dit, j'avais oublié ce point. Elle m'a dit, c'est une sorte d'insouciance. Insouciance, et c'est vrai que je me suis rendu compte, sur les années passées, que plus on avance en âge, en fait, plus on sait tout ce qui peut se passer. Et donc on perd cette insouciance. Oui, par exemple, au début, on fait du vélo, on ne pense pas qu'on peut tomber, d'accord? Mais avec un âge, après un moment, on peut avoir peur de tomber en vélo, parce qu'on est tombé, parce qu'on a vu des gens tomber, et ainsi de suite. Bon, c'est un petit exemple gentil, mais après, ça va être sur beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, parce qu'avec l'âge, des fois, il y a des gens, ils deviennent quoi? Parano, façon de parler, voilà, ils ont peur des transports, ils ont peur de ci, ils ont peur de la guerre, de la fin du monde, etc. Et c'est pas une blague. Je connais des gens très sérieux, très équilibrés, qui commencent à être pris avec les années, les zéros qui se rajoutent sur les dizaines, là, qui commencent à, comment on dit, psychoter. Voilà. Alors quand on est enfant, on ne pense pas à tout ça. Je veux dire, la vie est belle et on y va. Deuxième chose, évidemment, l'enfance, c'est vivre vraiment, c'est un peu lié, hein, une petite fille qui vient de passer, c'est vivre dans le moment présent. C'est vrai que la capacité extraordinaire des enfants, c'est vivre dans le moment présent. C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire aussi. Et nous, on a du mal. Alors là, par exemple, je vous parle, mais la vérité, vous allez dire celui-là, le pauvre, hein. Mais la vérité, je vous parle, mais je sais ce que je vais faire après, je sais ce que je dois faire demain, je pense que je dois faire dimanche, je pense à la semaine prochaine, je pense au road trip qu'on doit faire, et j'ai tout ça dans la tête, et je passe mon temps à repousser ça pour me remettre là. Je repousse, je remets, je repousse, je remets. C'est un travail que l'enfant n'a pas à faire. Il est là, il est là. Il est en train de jouer dans son bac à sable, il n'y a plus rien qui existe, il est dans son bac à sable, d'accord? Et ainsi de suite, oui. Voilà. À votre âge aussi, j'étais un peu comme ça, pas dans le bac à sable, mais c'est vrai que je ne pensais pas à tous les trucs après, etc., que je fais demain. Quand je faisais un truc, j'étais dedans, d'accord? J'espère que vous êtes comme ça encore. Évidemment, il y a l'imagination. L'imagination, elle est débordante. On est là, on se prend un bouchon, on met un cure-dent dedans, c'est le Titanic, et vas-y, etc. Voilà. D'ailleurs, faire très attention en pédagogie, ça c'est quelque chose qu'on apprend aux professeurs, que j'ai appris quand j'ai fait mes formations, c'est que on ne casse pas le petit sous-marin ou le petit, comment on appelle ça, le petit avion en papier d'un enfant en classe. Même s'il a perturbé, on le prend délicatement, on le met de côté, on lui rend après la classe, parce que c'est comme si on coulait le bateau d'un amiral, d'accord? C'est pas une blague, pour lui, il est dans son jeu, il est dans son truc, c'est traumatisant, voilà. Donc ça, c'est l'imagination. Et alors, ok. Après, on va voir, chacun va donner un barème, combien il est sur 10 en présent, en imagination. C'est une question, on ne va pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est une question qu'il faudrait que chacun de nous se pose et essayer après de gratter. Il y a une start-up à faire si vous voulez, c'est monter une application comme ça, où vous posez la main dessus et ça vous mesure tous ces paramètres et vous voyez comment vous progressez. Les amateurs d'appli, voilà. Ça va être juste un peu compliqué le transfert entre la main et la pensée, mais voilà. Ah, ça y est, c'est parti. Ensuite, la découverte. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Alors vous savez que l'homme, l'être humain, est extrêmement stimulé par la nouveauté.
Vous savez qu'on fait une bracha chez Cheyanou sur un nouvel habit, sur une nouvelle maison, quand on se marie, etc. Donc sur des nouvelles choses, la nouveauté, ça stimule. On a fait une rando dimanche dernier, pub, on en refait une ce dimanche, d'accord, qui est avec nous. C'était nouveau, c'était des paysages nouveaux, un lac, des situations, un bivouac de nuit très spécial. Et donc tout était nouveau, et donc ça stimule. On est parti quoi, une journée, enfin, et une nuit. On est rentré très tôt le lundi matin pour être au boulot, mais on a eu l'impression d'être parti pendant une semaine. Cette relativité du temps, elle est liée à la nouveauté. D'accord? C'est pareil, vous avez certainement remarqué que si vous partez par exemple 3 semaines, ça se remarque encore plus si on part longtemps. Si on part genre 3 semaines à la montagne, en famille, on loue un gîte, le premier jour, il parle doucement, parce que c'était nouveau, le deuxième aussi, le troisième, ça commence, le quatrième. La deuxième semaine déjà, waouh. La troisième semaine, zoup, on l'a pas vu passer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà assimilé les choses, il n'y a plus de nouveauté. Donc la nouveauté, c'est une stimulation, c'est un émerveillement, un boost extraordinaire, d'accord? Et ça, les enfants, ils l'ont naturellement. Et évidemment, tous ces points-là, eh bien, on va voir qu'on a intérêt dans la vie à essayer de les retrouver, à essayer de les perdre le moins possible, et essayer de les redévelopper, de les reconquérir, de les reconstruire. Et évidemment, vous y pensez pas parce que vous êtes dans le présent, mais bientôt vous allez être papa, maman, ça passe très vite, vous savez. Moi, hier, j'étais célibataire, et là, je suis grand-père, donc ça passe très très vite. Ouais. Et donc, vous allez aussi devoir essayer de conserver ça chez vos enfants. Vous allez voir, vos enfants, ils vont poser 50 000 questions, des trucs, des machins, Des fois, on en a marre, on n'en peut plus, on dit stop. On en dit stop, ça y est, ça suffit. Je ne sais pas si vous aviez vu cette petite vidéo qui était passée il y a longtemps. Moi, j'ai regardé 50 fois cette vidéo. Très spéciale. On voit un vieux papy qui est dans un EHPAD, là, c'est ça? Bon, nous, on disait... Hein? EHPAD. Moi, je disais maison de retraite à l'époque. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu un EHPAD. C'est épatant, je ne sais pas. On voit un papy qui est dans une maison de retraite et il est sur un banc comme ça, tout seul. Et puis il y a son fils qui vient. Donc le papy a 80 ans, le fils a 40 ans. Le fils s'assoit à côté de lui. Et puis le papy, bon, il est un peu gâteux, quoi. Je veux dire. Et il est là. Il y a un petit oiseau qui vient. Alors il demande à son fils. Il dit, c'est quoi? Le fils lui dit, c'est un moineau, ou je ne sais plus quoi. Après, il y a un petit silence comme ça, ils sont là, ils ne savent pas trop quoi dire. Et le papy, il redemande, et ça, c'est quoi? Et il dit, c'est un moineau. Après, il demande, c'est quoi? Bon, je vais vous la faire rapide. Hein. Au bout de 10 fois, le fils, il s'énerve. Je t'ai dit que c'est un moineau, t'entends pas, ouvre les oreilles, c'est un moineau. Et le grand-père, il se tourne vers lui. Il lui dit, tu sais, quand tu étais petit comme ça, tu me demandais 50 fois c'est quoi? Tu vois? Et là, je ne sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il le prend dans ses bras et tout, un truc sympathique. Voilà. Donc, si vous trouvez cette vidéo, remettez-la sur le groupe, comme ça, voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. Il faut essayer de ne pas tuer ça chez l'enfant. Cette curiosité, cette découverte. Je me souviens, en vacances, mes filles, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 8 filles, qui avaient tous les ans, une tous les ans, d'accord? Quand on gagne, on rejoue, oui. Des fois, on regagne, voilà. Comme ça. Et donc, quand on partait en vacances, on partait à la campagne. Et je me souviens des bonnes Parisiennes, la première fois qu'elles ont vu une mouche. Alors, la première fois, c'était la panique totale. Je me souviens, on avait loué un petit truc avec un jardin. Moi, j'ai installé le goûter, elle est la table, les chaises, le machin, je fais le repas et tout. Mes filles commencent à se retrouver, elles sont toutes contentes, etc. Pitom, il y a une mouche qui arrive, panique générale, ça part dans tous les côtés, waouh, etc. Bon, enfin, c'est évidemment une mouche un peu spéciale. Donc, mais bon, après la deuxième fois, elles étaient sur la mouche, elles regardaient comment elle se frotte les ailes, les machins. C'est fascinant, avec ses petits yeux qui tournent comme ça, avec les facettes. Observez une mouche. Ça fait longtemps que vous avez observé une mouche ou pas? Vous les écrasez, moi aussi. Mais normalement, c'est passionnant. Prenez une loupe, si elle ne bouge pas trop, et regardez. Mais vous pouvez rester des heures à observer une mouche. C'est fascinant, d'accord? Il y a un monsieur, j'ai vu ça dans ma jeunesse, dans mes études, il y a un monsieur qui a étudié toute sa vie les fourmis. Il n'avait aucun diplôme, hein, il n'avait même pas le bac, mais il s'est passionné, il a écrit, il a observé, il a eu un doctorat, à la fin, ils lui ont donné un doctorat à l'université, c'est pas une blague. Tous ses travaux
d'autodidacte. Ils lui ont donné le doctorat, un doctorat de zoologie. Ensuite, qu'est-ce qu'un enfant... oui, vous allez aussi, ça c'est intéressant. Nous, on s'est habitués. Comment retrouver son âme d'enfant? Eh bien, il y a, évidemment, on verra, il y a des choses à faire, voilà, essayer de développer ces points-là, mais il y a un truc très pratique, facile, je ne vais pas dire pas cher parce que c'est quand même un peu onéreux, mais ça vaut le coup, c'est simplement d'avoir des enfants. D'accord? Parce que à travers vos enfants... Bah oui, quand même. Attendez, vous allez voir. Parce que à travers le regard de ces enfants, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Si vous ne lui écrasez pas votre âme d'adulte, d'accord? Moi, Baruch Hashem, je crois qu'il y a même une vidéo qu'on peut retrouver encore sur YouTube, sur une vieille chaîne, où on voit la montagne. D'ailleurs, c'est à l'endroit où on va aller, Bezat Hashem cet été. On voit la montagne. Je suis en train de descendre comme ça en glissant, mais sans ski, sur une névée. Une névée, vous savez, c'est une plaque de neige comme ça qui reste en été. Et je suis en train de descendre et de me casser la figure et de me râper, de perdre mes lunettes et tout. Et on voit sur la vidéo, moi je m'éclate comme un gosse, et on voit sur la vidéo, mes filles elles sont comme ça, puis elles me regardent comme ça. Et on voit sur la vidéo comme ça, ouais. Ou une autre fois, j'étais à Gérardmer en hiver, j'ai cassé la glace pour aller dans l'eau, et mes filles elles sont comme ça, puis elles me regardent, et on voit la vidéo comme ça. Ça fait un petit contraste, tu vois, voilà. Mais ça, voilà. Donc il faut pas plaquer sa mentalité d'adulte sur celle des enfants. Des fois, c'est les enfants qui vous plaquent leur mentalité d'adulte sur les vieux enfants. Ok. Ensuite, oui, alors après, il y a une question sur les enfants. D'après la Torah, voilà, ça c'est quelque chose de très connu. On dit que l'enfant, il n'a pas de Yetzer HaTov jusqu'à la bar mitzvah, ou bat mitzvah. 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Les filles sont toujours en avance. Oui, ça n'a pas changé. Eh bien, ça, il faut... Bon, c'est tout un sujet, on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais si on dit qu'ils n'ont pas de Yetzer HaTov, alors comment l'enfant il pourrait vivre jusqu'à 12 ans, 13 ans? Il ferait n'importe quoi, il cramerait tout, d'accord? Allez, bravo. Yetzer HaTov, c'est le bon penchant. Ils n'ont que le Yetzer Hara, le mauvais penchant. C'est sûr que ce n'est pas possible. Donc il faut comprendre, ce n'est pas le même Yetzer Hara, ce n'est pas le même Yetzer HaTov. Bon, bah, juste, c'est une petite remarque comme ça. Forcément, on va quand même la résoudre un peu. Hachem va toujours mettre chaque personne dans une situation d'équilibre et de libre choix. Donc si nous, on a reçu un Yetzer HaTov, un bon penchant, donc des outils pour lutter contre les envies déplacées, les appétits déplacés, les bêtises, etc. Forcément, si on a reçu les outils pour lutter contre ça, c'est parce qu'on va être soumis à ces challenges. Et forcément, l'enfant qui n'a pas ces outils, puisqu'il n'a pas de Yetzer HaTov, eh bien, il n'est pas soumis à ces challenges. C'est pour ça que l'enfant a une certaine innocence. Voilà, ça c'est une petite explication rapide. Pourquoi l'enfant, effectivement, a cette innocence, cette candeur que, hélas, on perd avec le temps. Voilà, ça c'était les réflexions personnelles. Est-ce que quelqu'un veut compléter? J'ai oublié quelque chose? Non, ok. Vous êtes pressé de manger le gâteau? Oui, c'est bientôt prêt. Alors maintenant, on va voir ce que la Torah nous dit un petit peu sur ce sujet en quelques minutes. Il y a dans Pirkei Avot, vous savez, c'est marqué Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. C'est qui le Chacham? C'est qui le savant, le sage, l'instruit, l'intelligent? C'est pas en fonction du nombre de connaissances qu'il a, c'est la propension qu'il a à apprendre de n'importe qui. Propension, on dit comme ça? Proportion. Oui. Non, pas proportion. Propension, c'est ça. C'est la propension qu'il a à... peut-être qu'il faut fermer là, le temps qu'il vide la poubelle, ça va faire... Voilà. C'est la propension qu'il a à apprendre de tout homme. Et là-dessus, il y a deux Gmarot, Gmara Ta'anit, Gmara Makot, qui nous disent quelque chose de très étonnant. Alors là, je vais un petit peu, je vais pas tout développer parce qu'on en aurait pour la nuit, mais je vais vous donner quelques éléments de réflexion et après on continuera à réfléchir pendant le dessert et le reste de la soirée et le Shabbat et la semaine. C'est que là-bas, dans la Gemara, c'est marqué, au nom de Rabbi Yehuda Hanassi ou d'un autre Amora, c'est marqué que des grands rabbanim, c'est des gdoléadors, des plus grands de leur génération, ils ont dit « J'ai beaucoup appris de mes rabbanim ». Normal, oui. Mais, ton prénom? David. David, il dit, mais j'ai encore plus appris
de mes chaverim, de mes amis, bravo, de mes binômes d'études, on va dire en technique, en pro, d'accord? J'ai encore plus appris, alors c'est étonnant, Rabbanim, tu apprends plus des Rabbanim que tes binômes d'études. Non, pourtant c'est les grands, les plus grandes générations, ils disent j'ai appris plus de mes binômes d'études. Et le bouquet final, David, mais j'ai encore appris plus de mes élèves. Oh, c'est pas possible. Comment? Pourquoi? Parce que c'est cette candeur, cette innocence, cette fraîcheur, cette imagination, de ne pas être formaté, de ne pas avoir des préjugés, c'est ça qui donne aux enseignements une dimension qui est supérieure à toutes les autres dimensions. Quand deux vieux, je regarde, il n'y a pas de vieux, non ça va, parce qu'après ils vont se vexer. C'est une blague. Il n'y en a qu'un. Quand deux vieux, ils étudient ensemble, le problème, alors bien sûr, ils ont beaucoup de connaissances. Bien sûr, ils ont beaucoup de techniques, je parle en limoud, en gemara et tout. Mais ils sont formatés. Ils sont formatés. D'accord? C'est pour ça que souvent, ces grands rabbinim disaient, bon, c'est bien, entre rabbins, c'est chouette. Mais déjà, avec quelqu'un avec qui je discute comme ça d'égal à égal, je vais apprendre un peu plus parce qu'on creuse, on cherche et tout. Et carrément, de la jeunesse, je vais apprendre encore plus. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est que la Torah va nous dire quelque chose qui peut être... c'est très très fort, très très fort. Ça, il ne faut pas se vexer. Il ne faut pas qu'on se vexe, nous les vieux. Enfin, nous les vieux, parce que là, vous êtes avec moi aussi, hein, vous n'êtes plus enfants. Mais il ne faut pas qu'on se vexe. Mais la Torah nous dit que le monde tient sur la bouche, sur la laine, le souffle des enfants qui étudient la Torah. Qu'est-ce qui fait que le monde n'implose pas comme ça? Eh bien, je crois que vous pouvez réouvrir si vous voulez. Qu'est-ce qui fait que le monde n'implose pas, que le monde se maintient? C'est par le mérite du souffle quand les enfants étudient la Torah. D'accord? Donc ça montre l'importance incroyable des enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial leur étude? Alors on l'a déjà un peu dit. Ce n'est pas une question de profondeur, de connaissance, puisque ça c'est plutôt avec les années qu'on va l'avoir. Mais c'est cette innocence, cette nouveauté, d'accord, qu'ont les enfants dans leur étude. Un autre enseignement qui est aussi marqué dans la Torah, donc tout ça c'est la Torah orale qui nous l'explique, elle va parler de la Shrina, la présence divine. Sans présence divine, haletz, d'accord, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus rien, c'est la catastrophe, tout part en cacahuète. Quand il y a la bracha quelque part, c'est qu'il y a la Shrina, il y a la présence divine. Plus Hachem est proche, plus tout se passe bien, moins Hachem est proche, Razeshom, plus tout se passe mal. C'est pas Hachem qui se recule, c'est nous qui nous reculons de lui, ok? Eh bien, c'est marqué que lorsque, après la destruction du temple, eh bien, les Romains ont exilé le Sanhédrin, ça veut dire c'est les plus grands tzadikim, les plus grands rabbanim. Quand ils les ont exilés, eh bien, la Shrina n'est pas partie avec eux. Elle les a pas suivis. Ensuite, ils ont exilé les Kohanim, les prêtres, donc c'est le plus haut niveau dans le clan Israël. D'accord, ça s'appelle les Mishmerot, c'était Mishmerot, ça veut dire que tous les prêtres servaient à certains moments et il y avait des équipes qui tournent, comme les 3-8, oui. Eh bien, quand ils ont exilé les prêtres, la Shrina n'est pas partie avec eux. Quand ils ont exilé les enfants, la Shrina elle est partie avec eux. Donc on voit encore une fois dans cet enseignement de la Torah orale que la proximité que les enfants nous procurent par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Hachem et la bracha que ça représente. On voit également que le mérite d'aller jusqu'à cette époque du Mashiach à la fin provient également des enfants. Alors ça on le voit, c'est presque technique si on peut dire, c'est dans les versets de la Torah. Rapidement, vous savez qu'à un moment, Yaakov Avinu est parti de chez Lavan, il a rejoint Esav, au début Esav voulait le tuer, après ils se sont arrangés, bon je ne rentre pas dans les détails, et une fois que Esav a pris Yaakov, et que bon, ils étaient redevenus frères on va dire, il ne voulait plus le tuer, pas trop quoi, eh bien, parce qu'il y a des détails, bon, eh bien là Esav lui a dit viens, on va voyager ensemble maintenant, on va aller au Har Seir. Har Seir, la montagne de Seir, c'est là où habitait, c'était le royaume de Esav. Il a dit à Yaakov, nous viens, on fait le chemin ensemble. Oui.
Et Yaakov Avinu a prétexté en lui disant, écoute, pars devant, je te rejoins, parce que moi je vais à l'allure des enfants. Oui? Bon, ça a l'air très anecdotique. Qu'est-ce que la Torah elle nous raconte ça pendant... Il y a 40 ans de Moshe Rabbeinu, on ne sait même pas ce qu'il a fait, et là on nous raconte un petit truc, vas-y, pars devant, je te rejoins, non, j'ai les enfants qui m'attendent, voilà, c'est sympathique, oui. Alors ici, la Torah orale nous explique que, petite question, Yaakov Avinu, il n'a pas rejoint, il n'est pas allé au Har Seir. Alors c'est pas joli, c'est pas joli, il a fait une entourloupe, d'accord? On dit non, c'est marqué à la fin, Ve'alu Moshiim Be'ar Sion Lishpot et Esav. Qu'à la fin des temps, quand il y aura le Mashiach, effectivement, alors on ira au Mont Seir. Ça veut dire qu'ici, dans ce verset, il y a une allusion au fait que c'est par le mérite des enfants. Yaakov Avinu, il a dit, je vais aller à l'allure des enfants. C'est pas technique, je dirais à quelle allure je marche. C'est pour dire que grâce aux enfants, j'irai jusqu'à l'époque du Mashiach. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est encore une source. Ça, c'est... Et le Al-Shir, il dit à Kadosh, il dit, c'est ça, le srout, c'est le mérite de l'innocence des enfants. Parce que les enfants, ils ont un avantage sur nous. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on explique leur supériorité, c'est qu'ils n'ont pas fauté. Ah, vous allez me dire, bon, il y a des enfants qui fautent. Hein. Bon, déjà, vous savez, hein, ça, c'est un principe mathématique, scientifique que je vous cite très souvent. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Voilà. Donc, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Donc forcément, plus il y a d'années, plus il y a de fautes. Oui, c'est normal. Oui. Et donc les enfants, comme il n'y a pas beaucoup d'années, il n'y a pas beaucoup de fautes. Mais après, on dit même qu'ils n'ont pas fauté. Parce qu'on parle des enfants avant la bar mitzvah. Or, avant la bar mitzvah, ça ne compte pas vraiment comme des fautes. Il y a quand même quelque chose. C'est pas ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut, etc. Évidemment, hein, faut protéger l'enfant des avérotes, l'éduquer, etc. Mais il n'y a pas de... Par exemple, à l'époque où il y avait des sanctions du tribunal physique sur les gens qui faisaient des transgressions, il n'y a pas de sanctions physiques sur un pas bar mitzvah. Donc on voit qu'il y a une notion d'innocence, une notion de j'ai pas fait exprès, je comprends pas, j'ai pas la conscience, etc. Et donc c'est pas vraiment considéré comme une faute. Une faute, elle prend toute sa dimension quand elle est faite avec toute la conscience qui l'accompagne. Sinon, c'est pas une faute, même si physiquement c'est la même chose. Un enfant, par exemple, qui va transgresser Shabbat à 10 ans, ça n'a rien à voir avec un adulte qui fait ça à 30 ans, ça n'a rien à voir. D'accord ? Connaissez l'histoire qui s'est passée une fois à rue Pavée ? Non ? À rue Pavée, il y avait une école, ouais, parce qu'ils ont vendu, les pauvres sont partis à Clichy, et il y avait également la communauté. Donc Shabbat, en fait, les enfants... le Shabbat, leurs parents priaient dans les mêmes locaux, si on peut dire, que l'école où ils étaient toute la semaine. Et une fois, Rav Eliuzan m'a raconté, lui il habitait dans l'école, donc il était au-dessus, et il s'est passé quelque chose d'un peu, on va dire un peu amusant, c'est qu'il y a un enfant qui a appelé des autres enfants, Shabbat après-midi, et il leur a dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va obliger Hachem à venir. On va obliger Hachem à venir et à se manifester. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une boîte d'allumettes, et on va craquer des allumettes. Parce que ça, c'est interdit. Comme ça, Hachem va être obligé de venir pour crier, faire quelque chose. Tu vois. Et ils ont fait ça. C'est mignon. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'innocence d'un enfant. D'accord ? Évidemment, on ne va pas leur crier dessus, les enfants, c'est mignon. Voilà. Donc ça, c'est le mérite de cette innocence. On a vu que c'est ce qui maintient le monde et c'est ce qui nous permettra d'arriver jusqu'à Mashiach. Encore un petit point, il en reste encore... Bon, l'âge, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est quel âge ? Alors on dit que c'est à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, où l'enfant il commence vraiment à parler, c'est là qu'on doit lui enseigner la Torah. On doit commencer à lui enseigner la Torah. Et il y a une takana, un décret, qu'a instauré un Rav qui s'appelait Rabbi Yehoshua, qui a fait que dans chaque ville, à partir de 6 ans, eh bien, il y ait des écoles, il y ait des yeshivot, des chadarim, on dit un cheder, pour que les enfants ils puissent étudier. D'accord ? On n'a pas attendu Charlemagne. Oui. Donc depuis le début de notre histoire, c'est comme ça. Il faut que l'enfant, très jeune, il puisse étudier la Torah. Le Zohar, maintenant, un peu de Kabbale. Il fait presque nuit, on peut y aller. Il nous dit de façon explicite, par rapport à l'histoire entre Yaakov et Esav. Quand Yitzhak allait quitter ce monde,
Alors il a demandé à Esav d'aller lui chercher un gibier, de lui préparer un bon plat pour le bénir. Oui. Et par prophétie, alors Rivka, l'épouse de Yitzhak, la maman de Yaakov et de Esav, elle a su qu'il fallait qu'Yaakov aille le remplacer. Donc il s'est déguisé, il a mis une peau comme ça pour qu'il soit poilu. Et puis il est venu demander, et lui il a pris des chevreaux, il n'a pas pris du gibier, et il a amené ce plat-là pour recevoir la bracha à la place de Esav. Et ça a marché. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur cet épisode de notre histoire, mais ce qui est amusant, ce qui a un verset qui est très important, c'est que Yitzhak, quand même, il a touché Yaakov, et il a dit, ah, les mains, c'est celles de Yaakov, c'est bien poilu. Oui, bon, moi, c'est plutôt, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. C'est bien les mains de Esav, d'accord? Yadaïm, Yédé, Esav. Mais, par contre, quand Yaakov y parlait, il n'avait pas la voix de Esav. Il avait la voix de Yaakov. Et donc, il a dit, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains, Yadaïm, Yédé, Esav. Oui. Bon, encore une fois, c'est très anecdotique. Mais non, c'est pas anecdotique. La Torah, elle veut nous enseigner que à chaque fois que la voix de Yaakov elle se fait entendre, c'est-à-dire l'étude et la prière, on est intouchable. Intouchable. Mais si jamais, et donc les mains de Esav, walou, il n'y a pas. D'accord? Elles sont down. Mais si jamais il n'y a pas la voix de Yaakov, alors, Chaz Shalom, la main de Esav, elle vient, elle fait hop, viens par ici un petit peu toi. D'accord? Elle nous tire l'oreille. Voilà. Et donc ça, le Zohar, il dit, c'est en particulier les enfants. On voit également que, vous savez que la prophétie, donc c'est quoi la prophétie? C'est une communication quasi directe entre Hachem et un être humain, et comme si Hachem parlait à travers la gorge de la personne, d'accord? Et lui, il est comme un état second, il va, comme ça, c'est un état de prophétie. Roi HaKodesh, c'est autre chose, inspiration divine, beaucoup de rabbanim de nos jours encore Roi HaKodesh, inspiration divine, c'est pas tout le temps, hein. C'est que des fois, ils savent que, des fois ils réfléchissent comme tout le monde, voilà, avec leur intelligence, puis des fois ça leur vient comme ça, c'est Roi HaKodesh, ok? Et donc, la prophétie, elle s'est arrêtée entre les deux temples, vous voyez, à l'époque de Pourim, et tout peu de temps après, c'était les derniers prophètes qui faisaient partie de la Knesset Agdola, la grande assemblée. Et c'est marqué que, après, alors, Nitla Nevoa, elle a été prise, Hachem a enlevé la prophétie. D'accord, on n'était plus, bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, hein, mais il y aurait plus, voici, je vais le dire, parce que sinon, ça ne va pas. Si Hachem laissait la prophétie, le libre arbitre aurait été diminué parce que ça aurait été trop explicite, d'accord? La vérité aurait trop été flagrante. Donc il fallait enlever la prophétie, mais il l'a laissée aux shotim, c'est-à-dire aux gens qui sont un peu fous, ou il l'a laissée aux enfants. Donc les enfants ont gardé la prophétie. Et la Gemara qui raconte ça, elle raconte une petite image très rigolote, d'accord? Une histoire de fille d'ailleurs, ouais. C'était la fille de Rav Rizda, je crois, oui. Alors Rav Rizda, imaginez, c'est un des plus grands de la génération. Et il avait sa fille qui était à côté de lui, il était en train d'étudier, et il avait sa jeune fille, et il étudiait avec deux grands de la génération, c'était Rava et Rami Bahama, oui. Et puis à un moment, il s'est tourné comme ça avec sa fille, il lui dit « Lequel tu vas épouser des deux ?» Elle a dit « Les deux ». Et effectivement, elle a épousé un, et après, il est niftar, il a quitté ce monde, elle était veuve, elle a épousé le deuxième. Et la Gemara, elle dit, voilà, vous voyez que les enfants, alors elle n'était pas bat mitzvah encore, elle n'a pas épousé tout de suite, hein, évidemment, elle n'était pas bat mitzvah, mais on voit, la Gemara, elle a pris cet exemple-là, c'est mignon, donc on voit déjà en passant que c'est pas que les garçons, hein, c'est les filles aussi, voilà. Donc, voilà. Il y a un autre épisode comme ça, c'est entre Haman et Mordechai. Je ne vais pas trop le développer parce qu'il faudrait tout raconter toute l'histoire, mais Mordechai, quand on était dans la mouise, pas possible, alors il a vu des enfants sortir du Beth Midrash, il a couru après eux pour leur dire quel verset vous étudiez, qu'est-ce que vous étudiez, parce qu'il voulait entendre une prophétie. C'est une façon d'avoir la prophétie, c'est demander aux enfants, dis-moi un verset de la Torah, comme ça, et après, tac, oui. Et l'enfant, il va, et effectivement, là-bas, il y a 3 enfants qui ont dit 3 versets. Ce qui est rigolo, c'est que Haman, c'était pas rien du tout, hein.
c'est un rachat, mais il savait, il était à un très haut niveau aussi. Aman, il a couru après Mordechai, il a écouté aussi. D'accord? Et il a vu que Khlet, c'était sa fin. Donc il a vu la puissance de ces enfants-là. D'ailleurs, il a dit, il faut que je m'attaque à eux, parce qu'il a compris que c'était eux la pierre angulaire du clan Israël, et il les a isolés, il les a enchaînés, etc. Il a essayé de les neutraliser. Enfin, bon, ça par contre c'est triste, je ne sais pas si j'en parle. Non, je ne vais pas en parler. J'en parle pas. Voilà, c'est ce qu'ils veulent savoir en privé, je leur dis, parce que c'est trop triste. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, j'ai oublié. On a dit que l'enfant, pourquoi son étude, pourquoi le souffle de l'étude de la Torah de l'enfant, c'est lui qui maintient le monde, c'est lui qui nous amènera au Mashiach, c'est lui qui nous donne le mérite d'exister. Pourquoi on lui donne une importance plus grande que le souffle de l'étude des plus grands rabbanim? Comment ça se fait? D'accord? Alors ça, pourquoi? Parce que l'enfant, comme on a dit, il n'est pas formaté. Alors comment la Torah, elle va appeler ça? Elle va dire, quand on enseigne à un enfant, c'est comme si on écrivait sur un papier vierge. Si vous écrivez sur une feuille neuve, bon, nous on fait que ça parce qu'on a l'industrie du papier et du bois, mais avant c'était pas comme ça. D'ailleurs maintenant on commence à recycler, nous aussi, hein, oui. Mais quand c'est recyclé, c'est neuf, on va dire. Mais imaginez avant, en fait, ils écrivaient, ils effaçaient, ils réécrivaient, ils réeffaçaient, quoi. Il n'y avait pas le papier comme ça par rame de 500, oui. Et donc quand on écrivait sur un papier qui a été... Arrêtez de jouer avec les téléphones, s'il vous plaît. Je rigole. Arrêtez de vous lancer des téléphones. Et lorsque... Maintenant, nous, c'est plus les papiers, maintenant, c'est les téléphones. Et lorsque quelqu'un, il écrivait sur un papier qui a été effacé 10 fois, alors à la fin, ça écrit plus très bien. D'accord? Le papier, il est esquinté. Et lorsqu'un enfant, eh bien, il étudie la Torah, c'est un papier tout neuf. C'est un papier tout neuf. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez le retrouver. Il y a une interview de quelqu'un que j'ai connu, Benny Lévy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà. Et il y a une interview, que c'était qui là, avec, comment il s'appelle là, Ardisson, voilà. Et dans cette interview, donc Benny Lévy, c'est quelqu'un qui était en mai 68. C'était le secrétaire particulier de Jean-Paul Sartre. C'est son meilleur élève. Il a écrit un livre entier sur lui. Il était très connu à Strasbourg. Moi, j'étais à l'époque, bon, un peu plus âgé que moi. Et après, je l'ai revu à Paris. Et donc, il a fait tchouva après mai 68. Il est devenu un grand Talmid Chacham. Et il a parti en Erez. Il enseignait ici. Et il y a son fils maintenant qui continue son avodat Hashem et qui enseigne également la Torah. Et là-bas, dans cette interview, alors, comment il s'appelle? Ardisson, c'est ça? Il lui dit bon, mais quand même, c'est chouette. Vous êtes une bombe atomique en philosophie. C'est quand même sympathique, après, d'avoir eu ce bagage pour maintenant étudier la Torah. Et là, et Benny Lévy, il dit non. Alav Shalom, il dit non, j'aurais voulu écrire sur un papier vierge, d'accord? C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et l'autre, il insiste et il répète et tout, voilà. Bon, regardez cette interview si vous la retrouvez, mettez-la moi sur le groupe, on la mettra. Et donc ça, eh bien, c'est marqué explicitement dans le Talmud, explicitement. Alors, évidemment, vous allez me poser une question. Vous allez me dire, mais excusez-moi, monsieur le je sais pas quoi, mais, parce que des fois, on ne sait pas trop. Excusez-moi, mais le plus grand Talmid Chacham de tous les temps, c'était qui? C'était Rabbi Akiva. Alors, rapidos, oui. Moshe Rabbeinu, quand il reçoit la Torah, il est au Har Sinaï, Hachem en train de graver les pierres, si on peut dire, et pour les donner à Moshe Rabbeinu. Il fait des petites couronnes sur les pierres. Moshe Rabbeinu demande c'est quoi les petites couronnes, et il dit il y a un grand Talmid Chacham qui va trouver encore des lois même de ça. Il dit je peux aller le voir. Hachem l'envoie dans le temps, parce qu'Hachem est hors du temps. Il l'envoie, il va au Beth HaMidrash Rabbi Akiva, waouh, il est au 18e rang, je crois, ou 8e, je ne sais plus. Il ne comprend pas trop tout. Après, bon, toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il revient et il dit Hachem, c'est à lui qu'il faut donner la Torah. C'est par lui, par son âme, évidemment, en déplaçant, en changeant les trucs, oui.
Et là, Hachem lui dit, c'est bon, c'est moi qui décide, voilà, c'est comme ça. Mais on voit hein, de cette histoire de la Gemara que Rabbi Akiva, et c'est marqué dans Rashi aussi, Rashi le dit à un moment, et pourtant, tout le monde sait, vous savez, que Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Il a vécu 40 ans sans étudier la Torah. Attention, par contre, les gens ils disent qu'il a fait de Tchouva à 40 ans, non, il était religieux, hein, ultra orthodoxe, mais simplement il n'étudiait pas. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas scroll, il n'y a pas de truc. Il ne savait même pas lire. C'est simplement où tu vas, où tu quittes ta maison, tu vas au Beth Midrash, je sais pas où là-bas, et tu étudies la journée, ou tu es un Maharetz, ou tu es un ignorant, et tu fais Shabbat, tu fais tout, mais tu peux pas. Il n'y a pas des Gmarot qu'on peut lire, il n'y a rien. Je veux dire, où tu apprends par cœur, ou tu sais pas. Donc, où tu es Talmid Chacham, ou tu es. Ça s'appelle Amaretz, le peuple de la terre, c'est tout. On peut pas. Oui. Nous, on peut tous être Talmid Chacham maintenant, c'est génial, oui. Et donc. Il était à Maharetz jusqu'à 40 ans. Ensuite, pendant 40 ans, il a étudié et enseigné. Et après, pendant 40 ans, il a enseigné et dirigé le Kla Israël. D'accord ? Donc, on voit que jusqu'à 40 ans, et pourtant, il est devenu le plus grand. Alors, où est le papier vierge de l'enfance ? Comment ? Sous l'impulsion de sa femme. Voilà, grâce à son épouse, bravo. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Autre exemple, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il a fait tchouva, enfin pas tchouva, il a commencé à étudier comme un Talmid Chacham à 22 ans. Alors c'est très tard 22 ans, parce qu'à 17 ans, il y en a qui étaient déjà Gdolé Hador, grande la génération qu'on envoie dans la Gada de Pessah, d'accord ? Donc c'est très tard, c'est pas comme maintenant. À 22 ans, et c'est marqué, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit à son propos que si on le mettait lui dans le plateau d'une balance et tous les autres rabbanim dans l'autre plateau de la balance, c'est lui qui est plus fort. C'est phénoménal, oui. Et c'était d'ailleurs un des rabbanim de Rabbi Akiva. Donc, question. Alors, le papier vierge, oui ou non ? Oui. Réponse. Et là, ça va être un espoir pour nous, parce que la vérité, c'est un peu frustrant ce qu'on dit. C'est-à-dire, on vit grâce au mérite des enfants, on ira à Mashiach grâce au mérite des enfants, c'est eux qui ont encore la prophétie, nous, on est chlettes, on est des bidons. Je veux dire, on fait quoi ? Oui ? Alors c'est pour ça qu'on dit, attends. Tu peux être comme un enfant. Tu peux. Rabbi Akiva, il l'a fait. Alors, qui c'est qui répond à ça ? C'est le Sfat Emet au nom de son grand-père. D'accord ? Et il dit, non. Il dit, eh bien, tu peux. Si quelqu'un peut faire l'effort d'arriver chaque jour à se lever le matin, à revoir les choses nouvelles, à voir le soleil, à voir le vent, les fleurs, à réétudier la Torah, à voir les gens, à voir tout. On peut se travailler pour avoir cette espèce d'œil nouveau, de se déformater, si je puis dire, et arriver à chaque fois à retrouver toute la nouveauté, toute la fraîcheur qu'il y a dans le monde qui nous entoure et dans la Torah. Et donc c'est possible, ils l'ont fait, on voit qu'eux ils l'ont fait. Maintenant, effectivement, c'est pas, faut pas compter là-dessus. Faut pas dire, ok, c'est bon, moi je commence à 40 ans, donc en attendant, on va, ouais. Non, mais on va faire le plus tôt possible, mais en tout cas, c'est possible pour nous de le faire. Je crois que j'ai fini tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, on termine sur une note plutôt positive. Voilà, c'est que chacun d'entre nous, et pour nous, le test, ce sera nos enfants. D'accord ? Si vos enfants, quand vous leur dites, hey, les enfants, on fait une sortie, on fait une rando, et qu'ils vous font, non, c'est bon, je veux dire, vas-y toi, nous, on va avec nos copains, nos trucs. Ah, si on voit que vos enfants, ils recherchent votre contact, ils cherchent à être avec vous, etc., c'est bon signe, d'accord ? Si vous voyez que vous arrivez par rapport à eux, Bezat Hashem, là, bientôt vous allez tous vous marier, amen. Et toutes, bravo Daniel, il n'y a eu qu'un qui a dit amen, hein ? Bon, okay. En plus c'est un garçon, bravo. Eh bien, si, à travers, on peut déjà commencer, mais à travers vos enfants, retrouvez toute cette nouveauté, cette fraîcheur, et après, une fois que vos enfants, comme moi, ils vont vous regarder comme ça, en train de vous amuser, tout ça, alors vous le ferez avec vos petits-enfants, d'accord ? Et après, vous le ferez avec vos arrière-petits-enfants, voilà. En attendant, moi, je le fais aussi avec vous.
D'accord? Grâce à vous, je garde ma jeunesse. Enfin, j'essaye. Voilà. Par procuration. Alors, Chazak à vous. Maintenant, il y a la suite des festivités. Alors, c'est Naomi qui va organiser la suite. Chazak. Alors, dimanche, qui veut aller à la rando? Qui veut aller à la rando dimanche? On a fait tard, tranquille. C'est Gare de Lyon. Gare de Lyon, le RER à 10h15. Ça va, 10h15, grasse mat. 10h15, petite rando sympa, 4h30, cool. Forêt, prairie, bord de l'eau, à Bussy-Saint-Léger, je crois. D'accord? Bussy-Saint-Georges, Saint-Léger. Chazak à vous.